Un homme dont le visage est connu dans le monde entier semble s'être évaporé. Ses bunkers sont vides, ses bureaux ont été endommagés, des rumeurs circulent de Washington jusqu'à Téhéran. Se cache-t-il? Où est-il en train de fuir? Ce soir, le monde entier se pose la même question. Où est Benjamin Netanyahou? Bienvenue sur Daily Reports, votre rendez-vous pour comprendre les bouleversements qui redessinent la planète. Ce qui ressemble à l'intrigue d'un thriller politique est, selon un ancien haut responsable militaire américain, une réalité stratégique bien réelle. Dans une interview qui a provoqué un véritable choc dans les cercles diplomatiques, le colonel à la retraite Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État Colin Powell, a livré une description saisissante du quotidien du Premier ministre israélien en pleine guerre. Lorsqu'un journaliste lui a demandé pourquoi Netanyahou avait disparu de la scène publique, sa réponse a glacé l'atmosphère. Selon lui, le Premier ministre passerait près de 90% de son temps dans les airs, toujours à bord d'un avion, toujours en mouvement, sans jamais rester trop longtemps au même endroit, comme un fantôme dans le ciel. Mais pourquoi? Parce que le sol est devenu une zone de mort. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la nouvelle réalité de la guerre moderne. Dans les premières heures du conflit avec l'Iran, le complexe administratif même du Premier ministre a été visé. Certes, Israël possède certains des systèmes de défense les plus avancés du monde, le célèbre dôme de fer et ses systèmes associés. Mais ces boucliers sont conçus pour protéger des villes entières, pas nécessairement un individu immobile. Résultat, le dirigeant devient une cible mouvante, un chef d'État gouvernant depuis 11 000 mètres d'altitude, relié à ses centres de commandement grâce à des communications satellites sécurisées, pendant que la guerre fait rage au sol. Mais cette précaution extrême révèle surtout une réalité plus inquiétante. Selon le même colonel américain, la situation sur le terrain en Israël est bien plus grave que ce que l'on imagine. Lorsqu'on lui a demandé l'ampleur des dégâts à Tel Aviv, sa réponse a été brutale, très, très grave. Oubliez les images propres et chirurgicales que l'on voit parfois dans les simulations militaires ou les jeux vidéo. La réalité, selon les analystes et les images satellites, est tout autre. Tel Aviv est sous pression constante. Une campagne de frappe qui ne s'arrête presque jamais. Les défenses israéliennes interceptent beaucoup de missiles, mais elles ne sont pas invincibles. La stratégie iranienne semble claire, la saturation. Lancer suffisamment de missiles et de drones pour submerger les batteries de défense. Épuiser les stocks d'intercepteurs et laisser passer juste assez d'attaques pour rappeler une chose au monde. Aucune ville n'est totalement à l'abri. C'est aussi une guerre économique. Chaque missile iranien coûte souvent bien moins cher que les systèmes ultra sophistiqués nécessaires pour l'intercepter. Et ces intercepteurs ne sont pas infinis. Plus les stocks diminuent, plus la vulnérabilité augmente. C'est la nouvelle équation de la guerre moderne. Et pour les défenseurs, les chiffres deviennent inquiétants. Mais ce conflit ne se limite pas au ciel israélien. Il est désormais régional. Et même l'Amérique commence à ressentir directement la pression. Dans un développement spectaculaire confirmé par plusieurs médias américains, l'Iran aurait réussi à neutraliser l'un des systèmes de défense les plus précieux de l'armée américaine. À la base aérienne de Mouwafaq Salti, en Jordanie, les États-Unis avaient déployé leur système antimissile de pointe, le TAAD. Son radar AN-TPI-2 est un monstre technologique. Un capteur gigantesque capable de détecter et suivre des missiles balistiques à des centaines de kilomètres. Le prix de cet équipement, environ 500 millions de dollars. Mais selon des images satellites analysées récemment, l'Iran aurait réussi à détruire le radar principal, un coup chirurgical, un coup dévastateur. Pendant des semaines, les États-Unis avaient renforcé leur base au Moyen-Orient avec des systèmes Patriot et Tchad pour construire un véritable bouclier invisible. L'Iran vient de prouver que ce bouclier possède des failles, et ces failles peuvent être exploitées. Mais les conséquences de cette guerre ne se limitent pas aux bases militaires. Elles se ressentent déjà dans les portefeuilles des citoyens ordinaires, des États-Unis au Canada, de l'Europe à l'Amérique latine. Selon plusieurs estimations économiques, les 100 premières heures du conflit ont coûté près de 37 milliards de dollars à l'économie américaine. Les prix du carburant ont atteint leur plus haut niveau depuis 18 mois. Et Donald Trump, qui avait promis d'éviter de nouvelles guerres, voit désormais sa popularité liée à un conflit que beaucoup d'Américains ne considèrent pas comme le leur. Les sondages montrent qu'une majorité d'entre eux pensent que cette guerre
n'est pas la leur. Les secousses se propagent dans le monde entier. Aux Émirats arabes unis, centre majeur du commerce mondial, les milieux économiques commencent à critiquer ouvertement la situation. Pourquoi? Parce que les marchés saignent. Quand l'Iran frappe des intérêts américains, les répercussions ne touchent pas seulement New York. Elles frappent aussi Dubaï. La mondialisation rend les économies interconnectées, et cette guerre est en train de couper ces connexions. L'Iran menace depuis longtemps de fermer le détroit d'Ormuz, un passage maritime par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Même si Téhéran affirme viser uniquement des navires américains ou israéliens, le mal est déjà fait. La simple incertitude suffit à faire exploser les coûts. Les assurances pour les pétroliers montent en flèche. Certaines compagnies refusent déjà de naviguer. Et le flux de pétrole mondial commence à ralentir. Le résultat? Des prix de l'énergie instables et une pression économique ressentie jusque dans les factures de chauffage en Europe ou les coûts de transport au Canada. Pendant ce temps, le conflit continue de s'étendre. Au nord, le Hezbollah a lancé de nouvelles attaques contre Israël. 8 soldats israéliens ont été blessés, parmi eux le fils d'un haut ministre du gouvernement. La guerre frappe désormais les familles mêmes des décideurs. Et une nouvelle dimension inquiétante apparaît. Selon plusieurs informations rapportées par le Washington Post, des responsables américains pensent que la Russie fournirait désormais du renseignement militaire à l'Iran. Images, satellites, données de ciblage, conseils stratégiques. Récemment, Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique avec le président iranien. Certains analystes se posent une question. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une nouvelle alliance militaire? Une alliance qui pourrait entraîner une puissance nucléaire dans le conflit. Pendant ce temps, à Téhéran, une rumeur circule, impossible à confirmer, mais elle intrigue les analystes. Un nouveau guide suprême aurait été choisi, mais son identité resterait secrète. La logique est simple. Annoncer son nom reviendrait à offrir une nouvelle cible. Alors le pouvoir gouverne dans l'ombre, un fantôme politique, exactement comme son adversaire dans le ciel. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Un Premier ministre qui dirige son pays depuis les airs, une capitale sous pression, une superpuissance américaine dont les défenses milliardaires sont mises à l'épreuve, des marchés énergétiques en pleine turbulence, et le spectre d'un conflit plus large, avec la Russie en arrière-plan. Ce qui a commencé comme une guerre régionale est devenu un problème mondial. Pour certains pays, la guerre signifie des sirènes et des missiles. Pour les autres, elle prend une forme plus silencieuse. Inflation, hausse des prix, incertitude économique. Le monde est secoué. Et pendant que les dirigeants se cachent dans les airs ou dans des bunkers, le reste de la planète attend et se demande une seule chose. Que va-t-il se passer ensuite?